Bienvenue dans For Good, la dernière de la saison, l'émission dédiée à la transformation de votre entreprise. Un rendez-vous concret grâce au partage d'expériences de pionniers du business à impact. Et bien sûr, Thomas Brezard est là. Salut Thomas. Salut Alix. Thomas, je le rappelle, tu es directeur permanent entreprise de Nord6 et coprésident du mouvement Bicorp en France. Et aujourd'hui, Thomas, nous sommes heureux d'accueillir Valérie Luce-Gramont, fondatrice de Green Lobby, Jordan Alouche, fondateur d'Ecolobby et Vincent David, fondateur de l'agence RUP. Bienvenue à tous les trois. Merci. Le lobbying, l'arme des géants ou un levier démocratique à reconquérir? Les entreprises à impact s'organisent, créent des coalitions, écrivent des amendements, défendent une autre vision de l'économie, mais sont-elles écoutées? Sont-elles suffisamment outillées pour peser? Et qu'est-ce qu'un lobbying éthique, transparent, au service de l'intérêt général? C'est tout l'enjeu de cette émission. Et comme à chaque fois, il y aura le top et flop. Nous reviendrons sur les campagnes les plus marquantes et les échecs à éviter. Et puis bien sûr, vous ne repartirez pas sans le Good to Know. Aujourd'hui, on vous partage des outils concrets. Bienvenue dans ce dernier épisode de la saison. Et Thomas, comme à chaque fois, on commence avec ton édito, bien sûr. Thomas, on a coutume de dire que le lobbying est une arme d'influence, mais la vraie question, c'est pour défendre quoi? Alors en effet, Alix, même si l'idée de l'arme est peut-être un petit peu excessive, bien sûr, mais déjà le mot lobbying au départ, en fait, vient des couloirs du pouvoir, puisqu'à l'origine, c'était en Grande-Bretagne notamment que les lobbies désignaient là où dans les antichambres du Parlement, les citoyens venaient échanger avec les élus pour pouvoir discuter de différents sujets. Et donc en ce sens, le mot de lobbying était très noble. Ce n'est pas du tout quelque chose comme on peut l'entendre aujourd'hui, en tout cas au sens où les multinationales s'en sont pleinement emparées en enrôlant des armées de consultants, peut-être là pour prendre un terme qui me semble un tout petit peu plus adapté ou usé justement, avec des consultants qui vont essayer d'avoir une forme d'influence sur les politiques publiques. Alors pour défendre quoi? Un statu quo, une forme d'inertie, le maintien d'un périmètre business qui est très fructueux pour ces entreprises-là depuis bien longtemps. Et donnons un chiffre pour prendre la mesure et l'ampleur de l'influence que cela peut avoir sur les décisions et la consolidation de politiques publiques, puisque en Europe, on compte aujourd'hui officiellement plus de 30 000 lobbyistes. Officiellement, donc il y en a sans doute un petit peu plus que ça. Si je le rapporte au nombre d'eurodéputés, ce sont 750 eurodéputés maximum qui sont représentants des pays de l'Union européenne. Ça veut dire qu'au bas mot, 40 lobbyistes sont rémunérés à temps plein pour discuter, échanger, écrire des projets de loi au service des élus qui, eux, du coup, se retrouvent très, très influencés dans leur rôle par la présence de ces personnes qui représentent des intérêts avant tout privés. Alors pendant ce temps, celles et ceux qui défendent l'intérêt général jouent un petit peu à poil, pardonnez-moi l'expression, mais n'ont certainement pas les mêmes moyens, parfois manque de formation, de relais. D'ailleurs, nos invités aujourd'hui vont nous raconter ce qu'ils essaient de faire pour les outiller davantage. Résultat, on parle beaucoup de bifurcation écologique, sauf que jusqu'à preuve du contraire, le train, lui, il reste exactement sur les mêmes rails. Oui, et pourtant, le lobbying d'intérêt général, ça existe. Et oui, il a notamment permis de faire émerger la loi climat dans sa première version. Il a fait émerger des propositions autour de l'utilisation des jets privés, évidemment, les séquences récentes sur les PFAS, qui a été assez marquant, ou le devoir de vigilance. Alors, il est porté par des ONG, des coalitions sectorielles, le mouvement de l'économie sociale et solidaire ou des syndicats, mais encore souvent trop marginal et peut-être encore trop dispersé. Peut-être aussi il y a une certaine forme de tabou, eu égard à la perception qu'aujourd'hui on a du lobbying comme quelque chose étant négatif, alors que c'est peut-être là une forme d'amalgame malheureux entre lobbying et corruption. Avoir raison ne suffit pas malheureusement pour le convaincre. On a donc besoin de s'appuyer sur ces outils pour avoir cette influence sur les lois. Et puis n'oublions pas que dans le lobbying, il y a des stratégies, des alliances, une narration, un tempo, peut-être une mobilisation citoyenne à aller chercher aussi pour obtenir certaines victoires. Et alors comment faire un outil d'intérêt général largement déployé? Eh bien, c'est justement pour ça que nous avons invité Valérie, Jordan et Vincent. Merci à tous les trois encore d'être présents. Ils seront mieux placés que moi pour en témoigner. Mais si on veut que l'économie de demain, telle qu'on l'appelle souvent, mais l'économie au service du bien commun en tout cas, soit utile aux humains et prenne mieux soin du vivant, on ne peut plus juste innover en silence ou signer des tribunes le dimanche, comme on a tendance à le faire assez souvent. Il faut militer avec une méthode, influencer parfois sans complexe et jouer finalement avec les mêmes armes que de grands groupes et des multinationales qui défendent l'intérêt privé face à l'intérêt général. Je pense que le temps est vraiment venu de passer du lobbying de la rente au lobbying de la conscience, celui qui permet à toutes et tous finalement, à tous les citoyens, toutes les citoyennes, de penser ensemble à une société qui soit plus juste et plus soutenable, non pas pour manipuler, mais pour organiser l'intérêt collectif
pas pour acheter des voix, mais pour donner une voix à celles et ceux qu'on entend trop peu. Merci Thomas. Je m'adresse à vous maintenant, chers invités. Vous êtes à la croisée des chemins entre lobbying, engagement, impact. Est-ce que vous partagez ce constat ? Oui, le lobby, c'est un jeu d'argent. Et pour l'instant, ce sont les entreprises, quelques multinationales, une poignée en réalité, avec des fonds américains, qui s'accaparent les lois et l'accès direct. Donc, ils divisent les scientifiques, ils manipulent l'opinion publique. Dernier exemple en date, Chine est ténue de la fast fashion. Se sont appropriés, se sont payés les services de Christophe Castaner et une grande campagne de publicité payée par Havas. Et pour autant, c'est une success story puisque l'intérêt général a réussi à s'imposer grâce à une recette, 3 ingrédients, une opinion publique au taquet, très concernée. Ça s'est fait sur une dizaine d'années, depuis l'effondrement du Rana Plaza jusqu'à des pétitions, jusqu'à des émissions envoyées spéciales qui ont vulgarisé tous les effets néfastes de la fast fashion, pas seulement écologique mais surtout économique. 30 000 emplois détruits. Et donc, une opinion publique très favorable, des politiques de tous bords qui se sont mobilisés, jusqu'à un républicain qui a farcé, moqué les pratiques d'influenceurs qui promeuvent la fast fashion, jusqu'à le parti Horizon, Édouard Philippe, qui a voulu se positionner habilement dans l'objectif d'exister pour les présidentielles et qui a saisi l'opportunité d'une niche parlementaire. Mais le fait déterminant, ça a été des entrepreneurs, des entreprises, puisque c'est bien ça qui compte, de pouvoir faire contrepoids et de pouvoir avoir un discours cohérent face à Bercy et face à Matignon. Et là, on a eu des fédérations, l'industrie du textile et des grandes marques, l'ADG de Zappa, de Tara Germont, qui s'est positionnée. Et ça a fait basculer, ça a fait toute la différence. Donc on a une vraie success story et on peut combattre et on a tous un rôle, en particulier les entreprises. Jordan, Vincent. Oui, je voudrais revenir sur ce que disait Thomas, parce que tu disais que les entreprises ou les multinationales défendent des intérêts privés et les associations l'intérêt général. Or, c'est vrai que l'intérêt général, c'est une notion qui est quand même difficile à expliquer et à définir, dans le sens où tout bon lobbyiste va toujours se réclamer de l'intérêt général, y compris le lobby du tabac. Donc l'intérêt général, en fait, il est instrumentalisé, et donc c'est difficile de s'en prévaloir quand on est une association. Par conséquent, je pense qu'il faut avoir en tête que le lobby, ce sont des techniques. La question, c'est qui s'en empare. Et pour le coup, beaucoup d'associations, notamment sur les sujets environnementaux et a fortiori sur les sujets climat, défendent des intérêts qui les dépassent. On n'est pas sur un intérêt catégoriel ou un intérêt économique. On est sur un intérêt plus que général, un intérêt quasiment cosmologique. Et c'est là où il y a une vraie différence entre une entreprise ou une fédération professionnelle et une association, des collectifs associatifs, y compris des collectifs qui, comme tu disais, incluent des entreprises. Là, elles défendent quelque chose qui les dépasse. Et c'est ça qui, à mon sens, fait la différence entre un lobby privé et un lobby d'intérêt général, au sens où on en parle maintenant, quoi. Jordan, ouais. Peut-être pour aller dans ton sens, effectivement, et dans le tien, il y a un tabou en France autour du lobbying qui vient du fantasme français qu'on a autour des représentants d'intérêts. En réalité, le lobbying renvoie à une logique très simple, c'est représenter des intérêts en essayant de mettre en place une stratégie d'influence pour avoir une décision sur un impact sur la décision politique. On peut le faire pour toute une série d'intérêts, on peut le faire pour des intérêts économiques privés, on peut le faire aussi pour des intérêts écologistes ou d'intérêt général. Donc le lobbying n'est pas un problème en soi, il est même consubstantiel à la démocratie. Les parlementaires, les décideurs politiques ne peuvent pas tout savoir. Et donc le lobbyiste, c'est celui qui vient négocier, qui vient apporter un certain nombre d'éléments et qui essaye de faire en sorte que la décision soit prise au regard de la lumière de tous ces enjeux-là.
La difficulté est, dans n'importe quel marché, il y a le principe de la concurrence libre et non faussée. Dans le marché des affaires publiques ou du lobbying, c'est un principe qui ne s'applique absolument pas. Le marché n'est ni libre ni non faussé, puisqu'il y a une distorsion de concurrence, en tout cas une asymétrie, entre les lobbies écologistes et les lobbies privés ou économiques, avec des différences qui sont considérables en termes de moyens humains, tu l'as rappelé, en termes de moyens financiers, en termes de techniques et même d'outils. On pourra en parler dans un instant. Il y a un certain nombre d'outils qui commencent à émerger, notamment liés à l'intelligence artificielle. Et en réalité, au fond, lobbying écologiste et lobbying économique, c'est un peu David contre Goliath, le gros contre le méchant. On verra si à la fin de cette émission, le petit gagne contre le gros. Oui, gardons-en un peu pour le débat. On passe tout de suite au top et au flop. Et c'est l'heure du top et flop. Et comme à chaque fois, c'est toi qui ouvres le bal, Thomas, avec le top. Voilà, donc ouvrant la séquence avec un spoil magnifique de Valérie sur le début de l'émission, mais comme Valérie est visionnaire, au moins ça confirme qu'elle avait vu en avance ce dont je voulais parler, parce que c'est une actualité extrêmement fraîche. Ouais. C'est le vote à la quasi-unanimité au Sénat de la loi dite anti-fast fashion qui vise à réguler l'import massif de vêtements souvent de très mauvaise qualité sur le marché français, avec des conséquences en particulier sur nos filières industrielles qui sont déjà bien mises à mal, et en particulier sur des entrepreneurs qui essaient d'en recréer dans certains domaines du vêtement en particulier, et qui doivent faire face à une concurrence sur les prix qui est absolument intenable. Alors ce cas-là, il est intéressant. Valérie a refait un peu l'histoire. Moi, je voudrais apporter quelques éléments complémentaires que j'avais identifiés. On parle d'un vote qui a donc eu lieu le 10 juin. C'est pour ça qu'il est extrêmement récent et consécutif à un premier vote à l'Assemblée qui s'était déjà fait à la quasi-unanimité. On parle ici au Sénat de 338 personnes, de 338 sénateurs et sénatrices, pour lesquels 337 ont voté en faveur de cette loi qui va donc créer certaines mécaniques, pas tant pour venir empêcher des personnes de s'approprier, de s'acheter des vêtements, mais plutôt de créer des conditions pour qu'en France, on ne perde pas du savoir-faire, on ne détruise pas de l'emploi et on ne paye pas des conséquences a posteriori de modèles économiques qui sont globalement mortifères et qui, par ailleurs, souvent à l'autre bout du monde, ne respectent pas le quart des droits humains qui sont respectés dans notre pays. Confère le devoir de vigilance sur lequel on pourrait débattre un petit peu aussi. Alors je vais reprendre les mots de la directrice générale du mouvement Impact France qui a été très actif sur cette séquence de plaidoyer, notamment sa coprésidente Julia Faure qui elle-même a une entreprise engagée dans la mode. Elle s'enthousiasmait de cette décision le soir même, puisque elle citait d'ailleurs David contre Goliath, comme l'a mentionné tout à l'heure Jordan, mais en disant que finalement ce qui était très intéressant, c'est que le cadre proposé dans cette loi vise surtout à protéger les entreprises françaises. Donc on n'était pas tant sur un débat exclusivement écologique, il était surtout sur d'ailleurs ce qui sont souvent avancés comme des arguments massus, c'est-à-dire la protection de l'emploi et les filières en France, les entreprises en France. Et c'est sur cet angle-là peut-être qu'on a le plus gagné, puisque avec ce système de protection assez essentiel aux entreprises en France au XXIe siècle, en mettant en place des bonus-malus ciblés sur des questions environnementales, finalement je trouve qu'on a là un exemple de beaucoup de bon sens. On protège l'emploi, la santé des humains, la santé des sols et la santé des consommateurs. Voilà pourquoi je pense que c'est un exemple très intéressant d'un lobbying positif au service de l'intérêt collectif ou général, c'est selon Vincent. Et je m'adresse à vous désormais. Est-ce que vous avez d'autres exemples de réussite ? Moi, je voudrais partager le fait que je côtoie de plus en plus de DG d'entreprises qui s'engagent. En fait, qu'est-ce que l'entrepreneuriat ? C'est être agile, c'est anticiper les besoins des consommateurs, les besoins de la société, en quelque sorte. Et si on veut investir, innover, pour l'instant, c'est la primo-vice d'un ancien monde. Et si on veut s'adapter aux nouvelles contraintes et anticiper, eh bien, quoi de mieux qu'un cadre qui libère l'investissement et l'innovation ? Finalement, pour retrouver la vocation initiale de l'économie, qui est l'allocation optimale des ressources. Pendant très longtemps, historiquement, ça a été le capital. Il fallait nourrir, il fallait faire plus, il fallait répondre aux besoins essentiels. Aujourd'hui, le grand défi, c'est d'allouer de la manière la plus efficace les ressources naturelles, qui sont rares et précieuses, et les ressources humaines, on l'a vu pendant le Covid, santé, d'éducation. Donc c'est ça le nouvel enjeu de l'économie. Et les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, ne demandent que ça. Et bonne nouvelle, ils peuvent effectivement devenir les super-héros de la prescription
des lois, c'est-à-dire le cadre, non pas, comme on nous le raconte très souvent, des lois qui empêchent, etc., mais des lois qui, au contraire, libèrent, protègent. Un récent sondage de la Confédération des PME estime que la plupart des entreprises ne se sentent pas protégées, et on l'a bien vu, protégées par la concurrence déloyale. À ce jeu-là, Chine est nue, évidemment, on ne gagne pas. Donc, il y a réellement un avantage comparatif à prendre les devants, à inspirer ces grandes lois cadres dont on a besoin pour sortir et réenclencher le cercle vertueux de l'économie au service de l'utilité, au service du bonheur, au service du vivant, pas destructeur mais régénératif, etc. Et ça, c'est synonyme de résilience. On l'a bien vu, les chiffres sont très clairs là-dessus, de bonne santé économique, de marque employeur pour identifier, sécuriser les bonnes, les meilleurs profils. Donc tout ça est très enthousiasmant, et c'est vrai que les PME, les ETI et une partie du monde des grandes entreprises commencent à se scinder. Il y a une fausse unité du monde de l'entreprise, en fait, qui est portée par, encore une fois, une poignée de quelques multinationales qui ne représentent pas les intérêts économiques français et européens, qui ont envie de jouer un rôle, et on est là pour eux, tous autour de la table. Jordan Vincent. Moi, j'ai fait un peu d'archéologie et je vais citer la campagne pour le Jubilé 2000 pour 3 raisons. La première, c'est que c'est une campagne mondiale. La deuxième, c'est qu'elle s'est faite sans les réseaux sociaux, puisque c'était en 1990-1989. Et la troisième, plus personnelle, parce que j'ai fait mon mémoire de sciences politiques dessus, et qui m'a donné l'envie de travailler dans le monde des ONG il y a 25 ans. Pour la rappeler rapidement, en fait, c'est une campagne qui est partie des églises pour demander l'annulation de la dette des pays les plus pauvres. Et en fait, ça a fait l'objet de pétitions qui ont recueilli, je crois, à ce jour, le plus grand nombre de signatures. C'est plusieurs millions de signataires, des manifestations géantes, jusqu'à 1 million de personnes qui ont fait des chaînes humaines, et ça a permis d'annuler plusieurs dizaines de milliards de dollars de la dette de pays très pauvres. Et c'est vrai que ça a été un peu la première grande campagne mondiale, et qui est partie, donc, comme je disais, des églises, mais qui a été reliée par énormément d'ONG altermondialistes et d'ONG notamment françaises. Et je trouve que c'est une assez belle réussite parce qu'elle s'est encore une fois faite sans l'existence des réseaux sociaux. Et ce qui signifie qu'on peut encore mener des campagnes d'envergure avec des effets sans forcément être dans le virtuel, mais aussi en étant sur le terrain. Mais ça implique d'avoir, et c'est peut-être ce qui est plus compliqué désormais, des associations ou en tout cas des institutions qui sont capables de mettre beaucoup de gens dans la rue. Et on sait que les formes d'engagement ont un peu migré de la rue au digital. Donc je ne sais pas si on pourrait faire aussi bien. Merci pour ce petit moment d'histoire, Vincent. Jordan. Moi, je vais insister sur le top de Thomas parce que c'est l'une des seules bonnes nouvelles sur les questions de la transition écologique de cette année. En tout cas, depuis que François Bayrou a été nommé Premier ministre. Il y a eu un recul sur la question des pesticides, un recul sur les ânes, un recul sur les ZFE. On vit un grand moment de backlash écologique, comme on dit. Et donc, c'est vrai que le fait d'avoir obtenu une victoire, le vote au Sénat, sur la PPL Fast Fashion, alors même que le texte avait été diminué en commission développement durable, alors même, et ça a été rappelé par Valérie tout à l'heure, que Chine a dépensé des centaines de milliers d'euros. Les dépenses en affaires publiques de Chine et de Temu ont été multipliées par 200 au cours des dernières années. Eh bien, se mobiliser, les associations environnementales qui se sont mobilisées pour essayer de maintenir une version correcte du texte, c'est une victoire. C'est une victoire qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, depuis peut-être PFAS, mais je vais vous prendre un autre sujet qui est un peu moins connu et qui fait l'actualité là au cours des prochains jours. Il y a 3 ans maintenant, les associations environnementales et les associations économiques, il faut bien le dire, dans le cadre de la fédération professionnelle Réseau VRAC et Réemploi, se sont mobilisées auprès de la secrétaire d'État écologie qui s'appelait à l'époque Bérangère Couillard pour demander le retour de la consigne pour réemploi du verre.
La consigne pour réemploi du verre, nos grands-parents la connaissent, c'est le laitier qui va rapporter la bouteille et à qui on remet la bouteille pour éviter le déchet, le recyclage. C'est du réemploi, tout simplement, c'est l'un des piliers de l'économie circulaire. Eh bien, le dispositif, ça a pris du temps, ça a été long, mais le dispositif expérimental du retour de la consigne du verre est déployé là le 12 juin, donc la semaine prochaine, cette semaine, dans une région. Ça va s'étendre à 5 régions. Et donc voilà une mobilisation très concrète sur le terrain sur ces enjeux-là écologiques. On n'a plus beaucoup de temps pour passer au flop. Eh bien, nous allons nous ajuster, Alix, pas de problème. Je voulais évoquer, sans remonter jusque 1998-19, mais déjà 2018, ça paraît très loin. Depuis, c'est passé quelques grands bouleversements au niveau mondial, mais à l'époque, il y avait un projet de loi dit Egalim qui visait à améliorer les pratiques agricoles, à verdir les pratiques agricoles et à mieux gérer les flux de déchets générés notamment par la restauration. Et une des cibles principales de ce projet de loi était en fait la restauration rapide, les fast-food. Alors tiens, vous devinez d'ailleurs que quand il y a fast devant quelque chose, en général, c'est qu'il y a un petit loup, puisqu'on avait le cas avec la fast fashion. Le sujet étant qu'à l'époque, ces chaînes de fast-food avaient œuvré de façon très discrète pour essayer de sortir du périmètre de ce projet de loi, notamment parce qu'il y avait un volet très important pour elles sur le modèle économique. C'était le sourcing de la viande au Brésil qui coûtait bien moins cher qu'en France et que ça allait sérieusement les impacter au-delà de contraintes supplémentaires par rapport notamment à tout ce qui est produits jetables. Alors depuis d'ailleurs il y a du chemin qui a été fait, mais à l'époque ce qui est intéressant, et c'est pour ça que pour moi c'était un flop, c'est que toutes ces manœuvres qui avaient été initiées avaient été finalement assez mal perçues parce qu'elles avaient des répercussions assez négatives pour les consommateurs sur la qualité nutritive des aliments, sur le fait que les filières en France et au niveau agricole, et malheureusement ça s'est pas beaucoup amélioré, sont très négatives. On a des filières qui sont en grande souffrance, on le voit sur le lait, mais sur la viande c'est aussi le cas, et les récents mouvements agricoles l'ont rappelé. Donc finalement je pense qu'elles ont un peu pâti d'une image négative en œuvrant de cette façon-là, alors que le projet de loi lui visait plutôt à protéger encore une fois les consommateurs. Et c'est peut-être d'ailleurs une des grandes conclusions aussi sur les exemples cités par Jordan, c'est qu'en fait derrière ces projets de loi qui se doivent d'être d'intérêt commun, d'intérêt collectif, il y a en fait la protection du consommateur, la protection de la santé des individus, la protection de la planète, et souvent les pots cassés de modèles mortifères se voient trop indirectement parce que par exemple les coûts de gestion de déchets des collectivités sont énormes, mais sont tellement dilués et à travers des factures qui ne le mentionnent pas toujours directement qu'on ne se rend pas bien compte du prix réel de ce que l'on achète. C'est pour ça que je trouve les exemples cités plutôt sur des réussites de bons signaux, et j'espère qu'on en aura d'autres dans les mois qui viennent. Oui, Jordan. Peut-être pour compléter, effectivement 2018, mobilisation de McDo, 2020, échec de McDo dans le cadre de la loi AGEC. McDonald's s'était mobilisé dans le cadre de la loi AGEC, loi pour anti-gaspillage alimentaire, parce que la loi prévoyait d'imposer la vaisselle réutilisable et notamment les emballages réutilisables dans les restaurations rapides de plus de 20 places. Tout ça est très technique, mais en gros dans les fast-food. Eh bien McDo avait échoué, avait perdu, et la loi, l'article 66, avait été adopté. Un an ou deux plus tard, dans le cadre de cette fois-ci au niveau européen, et c'est comme ça, c'est intéressant de voir aussi que le lobbying se joue à plusieurs niveaux. La Commission européenne avait présenté son projet de règlement emballage et déchets d'emballage, qui proposait, inspiré par la réglementation française, exactement la même chose. Cette fois-ci, McDo ne s'est pas laissé faire, a dépensé des millions d'euros, a mené une campagne pendant un an jusqu'au métro bruxellois, c'est-à-dire dans les stations desquelles sortent les parlementaires, a été jusqu'à la veille du vote faire accrocher sur les bureaux des parlementaires et des eurodéputés des écriteaux comme ne pas déranger, vous savez, sur les hôtels, avec un certain nombre de messages et d'argumentaires. Et là, cette fois-ci, eh bien, les parlementaires ont voté l'amendement qui supprimait cette proposition. En gros, ils ont gagné, et probablement que celles et ceux qui nous écoutent, s'ils vont dans des fast-food, probablement qu'ils verront voir la réintroduction assez rapidement de vaisselle réemployée. Voilà le flop pour compléter. Chers invités, rapidement, parce qu'on dépasse le timing, vous avez des exemples d'opérations moins réussies ? Le gros flop, je pense, qui est dans la tête de tous les lobbyistes, c'est le lobby du tabac. Parce que depuis les années 50, on savait très bien. On savait très bien que le tabac était cancérigène, sauf que l'industrie du tabac américaine, comme tu disais, a tout fait pour contrecarrer la science en achetant certains scientifiques. Et pendant 30 ou 40 ans, on n'a pas réussi à interdire la publicité sur le tabac, à limiter le tabac. Donc ça a mis 30 ou 40 ans. Et en l'occurrence, sur les sujets qui nous occupent, notamment aujourd'hui sur l'environnement, on ne peut pas se permettre d'attendre 30 ou 40 ans. Donc il va falloir que les acteurs qui
qui travaillent sur les biens communs et sur l'écologie soient beaucoup plus actifs et beaucoup plus percutants et beaucoup plus efficaces. Valérie, rapidement, pour clôturer cette séquence. Moi, je voudrais parler récemment de la loi Duplon, qui a été adoptée. C'est un scandale sanitaire, c'est un scandale... elle réintroduit les néonicotinoïdes, c'est des insecticides extrêmement nocifs qui étaient interdits depuis des années. C'est un scandale démocratique parce qu'il y a une motion de rejet. Donc là, on tord la Constitution pour que la discussion n'ait pas lieu, pour que le millier d'amendements qui avaient été déposés ne soient même pas discutés au sein du Parlement. Donc c'est un scandale et ça ne favorise pas la confiance des citoyens envers à la fois les politiques et envers les entreprises. Alors que sur la question de la transition agricole et alimentaire, on a besoin d'autonomie. On a besoin, surtout toutes les PME et toutes les entreprises françaises qui font du local, qui produisent du bio, qui produisent d'origine français sur notre territoire, qui prennent soin de nos sols fertiles, de l'eau, etc. Mais c'est des emplois. C'est des emplois et surtout, on en a besoin pour notre santé et pour, encore une fois, avoir de l'eau potable et avoir des sols fertiles. Il y a un collectif d'industriels qui s'appelle En Vérité, qui a réussi à s'imposer, mais encore une fois, ce sont des entreprises structurées, organisées, et qui a obtenu gain de cause sur l'étiquetage pour réenclencher ce cercle vertueux. Donc, on est là face à un lobby. La loi Duplon, c'est un sénateur ancien de la FNSEA, qui en fait bloque tout entrepreneuriat, tout dynamisme économique au mépris de la santé et du maintien de nos conditions de survie. Donc c'est scandaleux. Merci à tous les trois. Il est temps de passer au débat. Et on entre dans le cœur de cette émission, bien teasé. Le mot lobbying fait peur. Il évoque souvent des intérêts industriels obscurs, des deals en coulisses, voire de la manipulation d'opinion. Mais ce que vous portez, tous les trois, c'est une autre manière de faire, un plaidoyer citoyen, éthique, assumé. Alors, première question, peut-on défendre une cause d'intérêt collectif, général, sans compromis, notamment en s'alliant avec des entreprises parfois critiquées sur leur impact environnemental et social? Qui se lance pour cette première question? En fait, les intérêts peuvent être à géométrie variable. Si on prend l'exemple, là où encore je fais un peu d'archéologie, en 97 sur le traité d'interdiction des mines antipersonnelles, un traité plus connu sous le nom de traité d'Ottawa, ça a été une alliance entre des ONG, entre des États, parce qu'elles avaient intérêt à interdire les mines antipersonnelles. En l'occurrence, le Canada était en faveur de cette interdiction, tandis que les États-Unis n'ont toujours pas signé cette convention. Et d'ailleurs, comme la Russie, comme la Chine, produisent encore et toujours des mines antipersonnelles. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à certains moments, par exemple, si on prend l'exemple du Canada, le Canada avait intérêt, pour diverses raisons, de soutenir les ONG. En revanche, le Canada est un des premiers pays, comme l'Australie, extracteurs de ressources minières. Donc, à ce titre, est plutôt contre l'environnement. Donc, ça peut être des consortiums à géométrie variable, et c'est vrai de la même manière des multinationales, puisqu'on peut avoir des multinationales qui, à certains égards, peut-être Jordan, tu en parleras, ont intérêt à soutenir certains aspects de recyclage ou de réemploi. On prend l'exemple par exemple de Decathlon, qui est devenu un acteur majeur du réemploi, qui en fait commerce désormais. Et donc on pourrait se dire, bah oui, Decathlon soutient le réemploi. Sauf que il est aussi en concurrence avec des acteurs comme Emmaüs ou Le Relais qui font du réemploi, mais qui font du réemploi à vocation sociale pour insérer des gens dans l'emploi et non pas pour faire des bénéfices. Donc on pourrait dire, si je poursuis cet exemple, que Decathlon est en faveur de l'économie circulaire, sauf qu'il est aussi plus ou moins responsable de la destruction d'acteurs historiques du réemploi. Donc, ce que je veux dire, c'est que il peut y avoir du lobbying en faveur de biens communs avec des coalitions à géométrie variable, et les multinationales peuvent être dans ces coalitions à certains moments pour certains aspects, mais pour une vision globale d'un changement sociétal et d'une défense de l'intérêt commun, je fais quand même plutôt confiance aux associations. Ouais, cette notion d'intérêt, elle est vraiment fondamentale. Le lobbying, c'est simplement avoir un impact sur les règles du jeu.
C'est ça qu'il faut comprendre quand on fait du lobbying, c'est essayer de transformer les règles du jeu. Et évidemment, c'est les acteurs économiques, et notamment les multinationales, sentent bien qu'il y a une pression qui s'exerce sur la société, une pression qui s'exerce sur elle, et une pression qui s'exerce aussi sur les décideurs politiques pour transformer les règles du jeu en leur défaveur, la plupart du temps, en tout cas qui viennent concurrencer ou en tout cas challenger leur business model. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le lobbying est en train de devenir très important dans le cadre des stratégies conduites par les multinationales ou les acteurs économiques. Un petit chiffre peut-être pour s'en convaincre, c'est que depuis 4 ans maintenant, les dépenses en affaires publiques en lobbying ont augmenté sur la part des 100 plus gros lobbies en France et au niveau européen de 33% à peu près. C'est 13% la seule dernière année. Des acteurs comme Meta ou appartenant aux GAFAM, c'est presque 40% d'augmentation des dépenses en lobbying. Donc c'est absolument considérable. Et cette notion d'intérêt, elle est fondamentale, mais elle peut aller, et je suis d'accord avec toi, dans le sens de la transition écologique. Il peut y avoir une convergence d'intérêts. Tu as pris cet exemple-là, je vais en prendre un autre, c'est celui sur la question de la consigne pour recyclage. Je vous ai parlé tout à l'heure de la consigne pour emploi, décidément c'est la journée économie circulaire. Je vous parle aussi de la consigne pour recyclage. Cette fois-ci, on récupère on réinsère les bouteilles plastiques et non pas en verre dans des machines de déconsignation. Coca-Cola et les industriels sont à fond pour. On pourrait se dire ils sont à fond pour lutter contre la pollution liée aux déchets plastiques dans les océans. C'est en ce moment le sommet des océans à Nice. En réalité, ils ont un intérêt économique énorme. C'est que 30% de la matière qui est injectée dans les bouteilles plastiques pour les fabriquer vient de plastique neuf qu'ils achètent sur le marché. Récupérer cette matière première leur permet de réduire les coûts, tout simplement. Et donc, toujours, il faut follow the money, comme on dit, pour essayer de voir où est-ce que sont les intérêts. Mais ça n'empêche absolument pas des acteurs issus de la société civile ou des acteurs économiques, d'associatifs environnementalistes, d'aller chercher ces intérêts convergents pour essayer de former des coalitions. On en parlera peut-être après sur les méthodes, mais ça fonctionne bien. Oui, Valérie. Oui, moi j'ai un exemple concret. J'ai travaillé au sein d'une multinationale pour faire du lobby positif. À l'époque, j'ai fait ma petite enquête à l'intérieur et il y avait la technologie, c'était de la R&D, des emballages compostables. Mais les commerciaux et les marketing, me disaient, en fait, on peut pas. Ça coûte 5 fois plus cher que le sac plastique le sac de caisse qui vient de Chine et qui, vous vous rappelez à l'époque, étranglait les tortues. Il y a des grandes campagnes publicitaires qui marquaient les esprits et déjà l'opinion publique. En tirant le fil, on a fait des expérimentations sur le terrain, dans les régions qui voulaient anticiper la collecte des biodéchets, dans des supermarchés, pour montrer qu'effectivement, et on a arrêté les lignes de production pour produire des emballages compostables. Et une fois que en région et dans 6 départements, en invitant les députés et les sénateurs, on a pu montrer qu'effectivement, c'était un peu le Canada Dry de l'emballage de caisse et qu'il convenait à tous les acteurs, supermarchés, ménagères, collectivités locales. On a pu faire adopter l'interdiction, vous vous en souvenez, avec une coalition de PME européennes qui maîtrisaient cette technologie. Pourquoi je raconte cet exemple qui est très concret ? C'est qu'en fait, bien sûr, une multinationale peut se lancer là-dedans, mais il faut beaucoup de conviction et il faut un terreau favorable, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas modifié la loi, le marché n'existe pas. Et s'il n'existe pas, on n'arrive pas à le vendre. Les carnets de commandes n'existent pas, la com, le marketing, voilà, tout ça fait flop. Donc la loi et un certain nombre d'acteurs, même les multinationales, maintenant se rendent compte, c'est le cadre qui permet d'innover, de s'ajuster. Voilà. Maintenant, il ne faut pas être naïf. Et moi, je pense foncièrement que ça n'est pas aux multinationales de faire la loi. Le cadre de survie, de nos conditions de survie planétaire, c'est à l'État de le fixer. Voilà, les parents, ce sont l'État, ce sont les politiques. Et les politiques répondent à des entreprises, bien sûr, qui ont besoin de créer des emplois, de ne pas en détruire, de rester compétitifs, etc. Et à des citoyens. Donc, pour réenclencher ce cercle-là vertueux d'une démocratie saine, il faut qu'effectivement l'État prenne ses responsabilités en se disant, voilà, on a besoin d'activités économiques en ligne, on a besoin pour ça de citoyens qui nous donnent de la force, qui visibilisent ce qui se passe au Parlement et qui récompensent ceux qui votent bien et qui donnent de la force à ceux qui peuvent pas résister au lobby du court-termisme et de la financiarisation. Et on a besoin d'entreprises, y compris de multinationales audacieuses, qui vont dans le sens de l'histoire, qui ont un coup d'avance, et ça n'est que du bénéfice pour eux.
Parce que au final, on avait des salariés. Enfin, les équipes étaient absolument enchantées. C'est des nouvelles pratiques qui sont très innovantes et qui enthousiasment vraiment les salariés, qui ont un rôle très moteur à jouer. Les conditions du marché sont très certainement déterminantes pour aller au bout des innovations et toutes les grandes entreprises savent déjà en fait et connaissent déjà les solutions. Elles ont parfois du mal à les déployer. Je vais faire une petite archéologie de l'émission, Vincent, pour rester dans le thème, puisque lors de notre toute première émission, Alix, souviens-toi, on avait eu reçu Nicolas Marotte, le DG de Innocent, qui appartient au groupe Coca aujourd'hui et qui nous racontait comment l'appartenance à un groupe de cette dimension-là l'avait aidé à mener des projets d'innovation qu'ils avaient l'incapacité de mener aussi bien financièrement qu'en termes de compétences avant. Notamment cette idée d'une usine la plus aboutie qui soit en termes de durabilité pour une marque qui fabrique des jus de fruits qu'ils ont réussi grâce aux compétences de cette entreprise-là. Je m'interroge et donc j'aimerais bien vous entendre sur ce qui pour vous peuvent être des marqueurs d'un engagement sincère de multinationales qui ne doivent pas décider les lois mais dont on a absolument besoin pour réussir la transition, parce que bien souvent la lecture de leur stratégie est très complexe, parce que sur une loi on va les voir hyperactives pour les bonnes raisons et sur d'autres on va entendre dire que en basse-cour elles ont fait plutôt tout l'inverse. Est-ce que vous, de votre fenêtre, vous savez un peu comment on peut aussi, nous, en tant que leader dans des entreprises, de réseaux, de mouvements, ou en tant que citoyen, simplement essayer de démêler un peu le vrai du faux parfois sur les intentions des grandes entreprises qui sont fondamentales pour la transition? Moi, je pense qu'on est vraiment sur des enjeux économiques. Si le modèle d'affaires de telle ou telle multinationale rencontre une convergence avec les biens communs, la multinationale sera une défenseuse de ces biens communs. Tant que les modèles d'affaires vont contre la santé, contre l'environnement et que ça rapporte à cette multinationale, elle n'a pas de raison d'en changer. Sauf à se dire, comme tu disais, que à long terme, elle estime qu'elle ne survivra pas si elle continue ce modèle d'affaires mortifère. Mais encore une fois, s'il n'y a pas, tu le disais très bien, des consommateurs ou des acheteurs, si c'est du B2B, pour tel ou tel produit ou service qui soit vertueux, la multinationale n'a aucune raison de changer son modèle. L'une des façons de faire aussi, c'est de pouvoir lui demander à cette entreprise si elle est prête à se mobiliser sur un certain nombre de propositions de loi, de projets de loi. On parlait de la fast fashion, ça dépend bien sûr de son secteur d'activité, ça dépend de ce qu'elle défend, ça dépend au fond de ce qu'elle vend. Mais si une entreprise qui vend des produits phytosanitaires se mobilise contre la loi du plomb, elle se mobilisera contre elle, mais je pense qu'elle fera preuve de sincérité. Il y a eu une séquence aussi intéressante récemment, donc notamment avec la fast fashion, puisque avant l'émergence fulgurante d'acteurs comme Shein, il y avait déjà des acteurs dont les cycles de production étaient très raccourcis. On les citait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ça s'appelle H&M, ça s'appelle Zara notamment, et ils ont complètement disparu des radars parce qu'il y a un autre modèle tellement plus poussé encore que le leur qui a émergé. Qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle fast fashion ne les intègre quasiment plus. Et j'ai l'impression que c'est un effet rebond assez dangereux, parce que jusqu'à preuve du contraire, des nouvelles collections toutes les 2 semaines, on n'en a pas beaucoup plus besoin et ça reste assez insoutenable au niveau environnemental. Alors c'est un très bon point, parce que d'un point de vue lobbying, on a beaucoup mobilisé sur Shein et sur Temu. On vient de le faire là, et assez naturellement, et à raison, puisque c'est vraiment un cas d'école de lobbying ce qu'ils ont conduit comme campagne. Mais effectivement, ça a laissé dans le radar beaucoup d'acteurs qui se sont mobilisés contre la proposition de loi qui a été diminuée. Elle a certes été rehaussée, si vous me suivez bien, entre la commission et la séance publique au Sénat, mais elle a été diminuée entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Pourquoi ? Parce que il y a en fait, on a fait une analyse qu'on a fait paraître au mois de mars. Il y a une quarantaine d'acteurs qui sont mobilisés en réalité sur cette proposition de loi. On le sait puisqu'on a épluché les fiches d'activité qui ont été enregistrées auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie politique, avec l'obligation qui est faite pour les lobbyistes de déclarer leurs actions. Et on a découvert qu'il y avait une quarantaine d'acteurs qui s'étaient mobilisés. Il y a bien sûr Shein et Temu qu'on retrouve, mais il y a énormément d'acteurs de marketplace, et notamment des acteurs français, et notamment Decathlon, qui se sont mobilisés et qui ont obtenu gain de cause. Et qui ont obtenu gain de cause pour amoindrir la portée de la loi. Valérie, je m'adresse à vous. On ne s'est pas exprimé sur le rôle des salariés dans l'entreprise. Oui, en réalité, les salariés peuvent avoir un rôle majeur. Je prends l'exemple d'une entreprise de BTP qui, à l'origine,
coulent du béton pour réparer des trottoirs et des réseaux d'eau. En les faisant travailler sur des demi-journées, a émergé, alors au départ sur le ton de la déception et de beaucoup de frustration, la grande difficulté qu'ils avaient à faire leur métier. Et puis, ces mêmes salariés, des chefs de chantier, absolument pas écologiques au départ, ont révélé que les cours qui pouvaient rafraîchir, les possibilités d'inventer techniquement de nouvelles façons d'envisager la végétalisation, ou le double réseau d'assainissement potable, eau non potable, tout ça a émergé de discussions fécondes. Donc quand on donne le bon cadre à des salariés, les solutions viennent d'eux, et après évidemment le COMEX doit s'en saisir, doit discuter. On mène beaucoup de discussions comme ça fertiles. Un autre exemple, une entreprise qui fabriquait des emballages à usage unique, vous voyez, donc c'est Jordan citait, c'est vraiment ces emballages qu'on utilise de 10 secondes à 1 minute pour manger des plats préparés avec des plastiques très épais qui mettent des centaines d'années à se détruire. Eh bien, cette entreprise, grâce à quelques salariés et une mobilisation, se réinvente et a pris le lead de tout son secteur pour proposer du réemploi avec des circuits courts, des boucles de lavage, du conseil pour faire bifurquer toute sa filière, et est en train de devenir le leader de son secteur parce qu'elle anticipe le besoin des consommateurs, le besoin de la société, et c'est absolument stimulant pour tous les salariés d'avoir participé à ces réflexions. Moi, je dois dire que c'est quelque chose que je vis beaucoup chez Nursi, c'est qu'on met en place, on a dans le cœur de la stratégie un objectif de permettre aux salariés d'influencer l'évolution de l'entreprise. Parce qu'on se dit que nos 700 salariés sont autant de représentations diverses de notre société, des tranches d'âge, des origines, des sensibilités politiques, écologiques, etc. Et que donc si on est en capacité de mobiliser la vie de tout le monde sur des sujets, alors on prendra la meilleure décision pour l'intérêt collectif. Et ce qui est hyper intéressant, au-delà d'être convaincu et de mesurer même par nos résultats que ça crée beaucoup d'engagement, de fierté d'appartenance au projet d'entreprise aussi. En fait, on se rend compte que bien souvent, ça nous aide à prendre des décisions qui vont dans le sens de ce qui n'est pas toujours attendu encore de nos clients. Mais nous, ça nous aide à conduire le changement pour anticiper les marchés de demain. Je pense par exemple nous dans le numérique, sur le numérique responsable, le fait de beaucoup leur donner la parole a vraiment fait émerger une volonté collective, y compris des directions, d'investir davantage le sujet, de le pousser commercialement auprès des clients, même quand ils le demandent pas. Donc, je trouve que on a là un exemple, et je le vis vraiment, d'une influence positive des salariés, même si parfois, je pense que ça peut aussi jouer un effet contraire. Jordan, je vous vois dodeliner de la tête. Non, évidemment qu'il y a du lobbying qui peut être fait en interne, du lobbying ou du plaidoyer, on reviendra peut-être sur ces notions, mais qui peut être fait en interne, c'est-à-dire les salariés qui se mobilisent dans le cadre d'un collectif pour essayer d'influencer les décideurs politiques. Ça, c'est clair et net, parce que tout simplement, l'entreprise est l'une des dernières organisations où les gens se rencontrent, et donc il peut y avoir des manifestations de lutte en interne, et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de la RSE, au fond, et des syndicats. Mais il faut faire attention quand même quand l'entreprise passe cette fois-ci dans un lobbying extérieur, c'est-à-dire les dirigeants ou les chefs d'entreprise, ou les responsables ou les représentants des affaires publiques, plaidoyers, responsables des affaires institutionnelles ou extérieures, tous ces mots-là veulent dire lobbying, parlent au nom de l'entreprise ou au nom de la fédération ou au nom du secteur. Parfois, les messages sont un peu discordants. Il faut vraiment faire attention entre ce que l'entreprise dit en interne et puis ce qu'elle défend en externe. Voilà, petit point de vigilance là-dessus. Et pour aller dans ton sens, un bon exemple récent, donc la loi sur les PFAS. Une entreprise, pour ne pas la citer, Tefal, a fait en sorte que des salariés manifestent en faveur du maintien de leur emploi, et donc pour que Tefal continue d'utiliser des PFAS. Et là, pour le coup, les salariés, d'une certaine manière, ont été un peu instrumentalisés par leur propre entreprise pour dire non, ne touchez pas à notre outil de travail. Et là, pour le coup, on a des salariés qui ont été utilisés contre les biens communs.
Tu m'arrêtes si je me trompe, là, des bus avaient été mis à disposition des salariés de l'entreprise pour être affrétés, pour les emmener à Paris. Et je crois qu'il y avait des ARTT qui leur étaient accordés. Là, c'est du similitantisme. Il faut absolument pas se faire. On simule le militantisme pour défendre des intérêts privés. On l'a vu aussi avec Capri-Sun, qui avait mis en place une pétition en ligne utilisant les répertoires d'action militants, les répertoires d'action associatifs pour défendre les pailles en plastique. On comprend bien et on comprend tous que c'est pour en fait défendre les intérêts de l'entreprise. Il faut vraiment être très vigilant parce que ça fait partie des nouveaux répertoires d'action qui... Dans l'idée d'une économie plus juste et soutenable qu'on veut promouvoir dans cette émission, il y a, je pense d'ailleurs, des exemples de plus en plus nombreux d'entreprises qui font preuve de transparence dans leurs actions. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler et évoquer que dans le cadre de la nouvelle certification B Corp qui est en train d'être déployée, c'est la première refonte totale du dispositif depuis 17 ans. Il y aura désormais une thématique affaires publiques et influence dans laquelle on demandera aux entreprises de faire transparence sur leurs actions de lobbying et en particulier dans des logiques de coalition sectorielle parce que c'est souvent là d'ailleurs que se concentrent davantage les efforts pour faire converger les intérêts parfois d'entreprises individuelles dans des logiques plus collectives et communes. On s'approche de la fin de ce débat. Déjà, Vincent, vous évoquiez tout à l'heure une ère où le digital n'existait pas. Est-ce qu'il a tout changé ? Je ne sais pas s'il a tout changé, mais en tout cas, pour le secteur associatif, je pense qu'il a quand même permis d'augmenter les capacités de mobilisation. Dans le sens où les associations parlent plus aisément de plaidoyer plutôt que de lobbying. Plaidoyer implique de faire appel à l'opinion publique pour mettre sur l'agenda médiatique et ensuite sur l'agenda politique un enjeu. Et donc, le fait d'avoir des millions de signataires, je prends l'exemple de l'association Bloom qui se bat contre la pêche en eau profonde, c'est un sujet hyper technique, une toute petite association, elle a utilisé, le terme utilisé n'est pas bon, mais une auteure de BD a réalisé toute une frise pour expliquer de façon vulgarisée les enjeux de la pêche en eau profonde. Et grâce à ça, ils ont eu 800 000 signataires via Facebook. Et c'est ça qui a fait connaître l'association et son combat. Et là, pour le coup, sans le digital, elle n'aurait jamais pu faire connaître cette cause et la défendre. Donc, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit des outils de pétition en ligne ou d'autres outils dont on parlera tout à l'heure, le digital est, je pense, un atout très fort pour le secteur associatif et son plaidoyer. Valérie, et après Jordan d'un mot, et ce sera la fin. Oui, effectivement, on a de magnifiques possibilités aujourd'hui de rejoindre, de se compter, d'utiliser les communautés de consommateurs. Yuka le fait par exemple permet de scanner les produits et d'interpeller directement les marques en fonction des composants. C'est magnifique, ça va faire bouger les lignes. Là très récemment, Camille Etienne a proposé pour atteindre les sénateurs, vous savez que les sénateurs sont élus par les grands électeurs, de mobiliser son maire, d'appeler son maire. Voilà, c'est très simple et c'est extrêmement puissant. Les citoyens maintenant ont vocation d'interpeller leurs politiques et de les faire bouger, de les soutenir et de soutenir aussi les entreprises, de leur donner de la force pour bifurquer, se réinventer. Alors en tant que salarié, en tant que consommateur, on a beaucoup parlé du consomme-acteur et aujourd'hui c'est l'ère du citoyen-acteur. Mais les boîtes mail de nos élus ne sont-elles pas saturées par toutes ces campagnes de mailing qui sont suggérées pour les interpeller justement ? Franchement, ça marche. Ouais. Franchement, ça marche. Ça marche d'autant plus quand c'est son député. En fait, le député, il a envie d'être utile et aujourd'hui, il est très frustré. Un député, a envie de faire adopter des lois et aujourd'hui, on est quand même dans une initiative parlementaire qui est extrêmement limitée. Ils sont un peu comme à l'école et ils ont envie d'être utiles. Donc dès lors qu'on leur fait une proposition politique, c'est-à-dire des entrepreneurs qui s'associent à des associations, qui s'associent à des citoyens, c'est vraiment ce triangle-là vertueux, ils sont preneurs. Et on dépasse, on est apartisan, on dépasse la politique politicienne dont aujourd'hui tout le monde est très lassé, pour faire de l'innovation technologique, mais aussi sociétale et répondre aux enjeux. Tout le monde en a envie. On est 99,9% à en avoir besoin et à en avoir envie. Jordan, le mot de la fin.
J'ai bien compris qu'il restait quelques secondes. Oui, je vous vois jeter le chrono. Je rejoins mes camarades, c'est une opportunité, le digital, c'est aussi un risque. Et le risque, c'est d'augmenter encore plus la symétrie entre le lobbying écologiste, le plaidoyer, et le lobbying économique, disons, pour simplifier, puisqu'on se rend compte de plus en plus que des acteurs, et notamment des multinationales, utilisent ces leviers digitaux, utilisent les influenceurs, utilisent Internet et les réseaux pour mener à bien leur campagne. Merci à tous les quatre. On passe tout de suite au Good to Know. Et c'est déjà la fin de cette émission. On passe au Good to Know et on commence avec vous, Valérie, et un événement. Oui, un événement le 25 juin à l'Académie du Climat pour un lobby d'intérêt général. J'engage tous les DG et les salariés qui ont de l'influence envers leur DG, leur COMEX, à venir nous retrouver pour construire les grandes lois cadres. En fait, ce dont on manque, c'est le cadre avec des lois assez simples qui comptent les externalités positives, négatives, qui secteur par secteur définissent les bons comportements vertueux et mettent fin à la prime au vice. Un certain nombre d'entreprises sont littéralement piégées dans le court-termisme. Il faut changer les lois pour qu'elles puissent investir, libérer leur imagination, leur innovation, leur investissement. Et on leur propose de devenir acteurs de ces lois. Une dizaine de personnes de DG engagées par secteur pour écrire les lois. On est dans un timing où là, pour les présidentielles, pour les municipales, c'est essentiel. On a besoin d'inspirer les politiques et on a besoin de tous les citoyens, que les citoyens s'en mêlent et portent à terme ces lois auprès des politiques. Merci Valérie. Vincent, quant à vous, vous nous parlez de Chili. Oui, Chili, c'est une application dont j'ai entendu parler récemment qui a été co-créée par Christian Vanizet, le fondateur de Make Sense. Et c'est une application qui permet aux responsables d'associations et aux citoyens de mener des campagnes extrêmement efficaces sur les questions climatiques en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant l'IA et en interpellant très régulièrement, de façon parfois automatisée, des décideurs, donc au sein des entreprises, au sein des parlements, pour faire avancer les enjeux climatiques. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et pour prolonger ce que disait un autre Valérie, événement. Voilà, on ne sait pas concerter, je ne sais pas si on est les grands esprits, mais en tout cas les esprits engagés se rencontrent. On s'est rendu compte que plus ou moins au même moment, on avait l'idée de monter un événement sur le plaidoyer, sur le lobbying. Et nous, le 1er juillet, donc on réunit une 50aine d'intervenants spécialistes du plaidoyer et des affaires publiques, émanant d'associations, d'entreprises à impact, mais aussi des universitaires, des juristes, pour réfléchir tous ensemble et surtout croiser les causes des associations qui travaillent sur les questions sociales, sur le handicap, sur l'éducation, sur l'écologie, sur l'agriculture, et comment faire se parler ces acteurs, montrer les difficultés qu'ils rencontrent et aussi les réussites qu'ils ont pu avoir. Et en fait, réfléchir tous ensemble. Valérie et Jordan seront présents aussi pour que tous les acteurs d'un plaidoyer, d'un lobbying d'intérêt général ou d'utilité collective puissent se retrouver et agir ensemble. Merci on a Vincent. vraiment besoin. Et vous, Jordan, vous nous parlez d'un numéro spécial de Socialter. Ouais, une info et un save the date peut-être. L'info, c'est que le numéro du mois de juin de Socialter, le magazine consacré à l'actualité de transition écologique, est consacré au lobbying. J'ai eu la chance de pouvoir y contribuer, y participer. Donc, je m'adresse à ceux qui nous regardent, s'ils souhaitent poursuivre un peu les débats qu'on a eus là, ils peuvent retrouver pas mal d'infos dans ce magazine. Et puis deuxième date, peut-être un save the date. La date est encore approximative, mais au mois d'octobre, il va y avoir un événement autour d'une proposition de loi sur l'encadrement du lobbying qui a été déposée notamment par Jérémy Yordanov, qui est vice-président de l'Assemblée nationale, qui est député de Isère. Et ça me semble important qu'on puisse s'informer sur ces enjeux-là et qu'on puisse travailler pour encadrer le lobbying, parce que ça fait partie des enjeux pour équilibrer un peu les choses. Merci à tous les trois pour ces 3 rendez-vous. Thomas, tu veux conclure cette dernière émission ? Eh oui, parce que Alix, c'est notre 10e émission. Oui. On fête la 10e, on fête la fin de notre première saison sur un pari dont on ne savait pas trop ce qu'il allait donner. Nous ne connaissions pas, et il se trouve par ailleurs qu'aujourd'hui, c'est un hasard total. C'est ton anniversaire, c'est aussi le mien d'ailleurs. Incroyable le donc c'est vrai. je te souhaite un joyeux anniversaire. Ça tombait bien que ce soit incroyable. aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Thomas. De m'avoir épaulé, de m'avoir permis de mieux apprécier
appréhender le métier de journaliste et les plateaux télé que j'avais peu fréquentés. J'espère qu'on remplira sur une deuxième saison. Je crois que c'est en cours de construction. Et je rappelle que cette émission n'aurait jamais eu lieu sans toi, Thomas. Oui, je savais pas quoi faire de mes nuits, donc j'ai trouvé. Bon anniversaire. Non, c'est vrai que c'est quoi de Minédis, c'est l'anniversaire à tous les deux. Merci à vous, chers invités. Valérie Luce-Gramont, fondatrice de Green Lobby, Jordan Alouche, fondateur d'Ecoloby, et Vincent David, fondateur de l'agence RUP. Et merci à toi, Thomas, bien sûr. Plaisir, Alix, à l'année prochaine. Oui, merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un très bel été. À bientôt sur Be Smart for Change.